Il est un expert japonais du droit international et des droits de l'homme qui est spécialisé dans la criminalité transnationale organisée, la traite des êtres humains et l'esclavage moderne. Il a été nommé rapporteur spécial sur les formes contemporaines d'esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, en mars 2020. À la suite d'une tournée canadienne, M. Obokata a déclaré que les programmes de travailleurs étrangers contemporains du Canada étaient un terrain propice aux formes contemporaines d'esclavage et a exhorté le pays à faire davantage pour travailler, pour protéger les travailleurs et permettre un meilleur accès à la résidence permanente pour tous les migrants. Monsieur Obokata, nous vous remercions encore de vous joindre à nous. Et la parole est à vous. First of all, I'd like to begin by thanking the RATMAC for inviting me today, and my greetings to the participants of this very important conference. I am Tomoya Obokata from Japan, the current United Nations Special Rapporteur on contemporary forms of slavery. I will be talking about my recent trip to Canada with particular reference to the treatment of migrant workers. But before that, I would like to explain what I do as the UN Special Rapporteur, as this may be the first time many of you have heard of this role. I was appointed to this post in 2020 by the United Nations Human Rights Council. I serve on my personal capacity as an independent expert and therefore do not work for or represent the United Nations itself. This job is entirely voluntary and I do not receive any salary or financial compensation. The issues I cover include traditional slavery, which unfortunately still exists in some parts of the world, child and forced labor, sexual exploitation, and child and forced marriage. In addition to myself, there are over 50 independent experts within the Human Rights Council addressing a wide variety of issues and country situations. One of the key tasks is fact-finding. For this purpose, I produced 2 thematic reports for the Human Rights Council as well as the United Nations General Assembly every year. For example, this year, my first report explored how homelessness can serve as a cause and consequence of contemporary forms of slavery. And for the second report, I analyzed how modern technology, such as the internet, artificial intelligence, and satellite geolocation facilitate or prevent these practices. I do conduct my own research, but I also rely on submissions made by a variety of stakeholders. This is where you can contribute if you would like to shed some light on the Canadian situation. For next year, I will be looking at prison labor for the first report and the role of trade unions in preventing labor exploitation in another report. I will issue calls for input after the new year and would like to encourage you to submit information. In addition to publication of reports, I visit 2 countries per year to conduct investigations at the national level. So far, I have visited Sri Lanka, Mauritania, Cote d'Ivoire, Costa Rica, and of course, Canada. And I will talk about my experience in Canada in a minute. And finally, when I receive allegations of labor and or sexual exploitation in various countries, I communicate directly with the governments as well as other entities such as businesses and employers with a view to promoting proper investigations and addressing allegations which turned out to be true. I would once again like to encourage you to get in touch with me directly if you have allegations of labor or sexual exploitation in Canada in the future. So these are key tasks, and now I would like to talk about my visit to Canada.
I was there between 23rd of August and 6th September to investigate how Canada addresses contemporary forms of slavery. I began my mission in Ottawa and visited other locations such as Moncton, Vancouver, Toronto, and Montreal. During my visit, I met over 200 stakeholders, including federal and provincial or territorial government officials, lawmakers, trade unions, civil society organizations, the business community, national and provincial or territorial human rights institutions, workers, as well as victims of contemporary forms of slavery. In relation to the treatment of migrant workers, I expressed my serious concern over low-wage and agricultural streams of the Temporary Foreign Workers Program, as workers are at a higher risk of labor exploitation, which may amount to forced labor or servitude in various sectors, including agriculture, seafood processing, and domestic work. In this regard, I received first-hand information from a wide variety of stakeholders, including close to 100 migrant workers I met across Canada, with regard to the appalling working conditions, which include excessive working hours, physically dangerous tasks, low wages, no overtime pay, being denied access to healthcare facilities, as well as sexual harassment, intimidation, and violence at the hands of their employers and their families. When workers try to negotiate their working conditions, many are threatened or even dismissed instantly. For sectors where employers provide housing, like agriculture, I also received reports of unsanitary and unsafe living conditions, lack of privacy, and of gender-sensitive housing arrangements, and arbitrary restrictions on energy use or freedom of movement. I take a view that a part of the factors facilitating labor exploitation is the closed nature of Temporary Foreign Workers Program. Many workers told me that they do not report instances of abuse and exploitation due to a fear of unemployment and deportation if they leave their employers. Now, I appreciate the workers can quit their job and stay in Canada until their individual visas expire, but the problem is that they are not allowed to work until they find new employers who are willing to conduct labor market impact assessment. And I understand that this can take a very long time. Unemployment among them, in the meantime, inevitably increases the risk of labor or even sexual exploitation. In this regard, I met some female migrant workers who had to resort to sex work in order to survive. But the law is discriminatory towards migrants as they are prohibited from engaging in sex work, marginalizing them even further. I am, of course, aware of open work permit for vulnerable workers, but this is a temporary solution and the process is so bureaucratic with high evidential requirements that many workers do not take advantage of this in reality. The language barrier and other obstacles also make it difficult to apply in a timely manner. In considering these, the best way forward, in my view, is to amend the closed nature of the program itself so that migrant workers can change their employers at their own will. I wish to acknowledge that the federal as well as provincial or territorial governments have taken steps to strengthen the protection of migrant workers in recent times through legislative and other means. In this regard, they shared examples of good practice during my visit. I also believe that a large number of employers or farmers do indeed observe the existing laws and regulations and protect the rights of workers.
However, the fact that migrant workers in various sectors, including agriculture, still continue to suffer from labor exploitation clearly suggests that more needs to be done. Of particular concern is the ineffective labor inspection regime. I received the information that inspections reportedly do not occur regularly, and when they do, may be conducted remotely via telephone and submissions of photos or when in person, with advance notice given to employers in many cases so that they can make necessary preparation on the day of inspection. In this regard, workers are told to clean the workplace and their accommodations, and those assessed to be troublesome or who are out of status are sent away on the day. There is scope to improve access to justice and remedies also. There are ways to make complaints and seek protection, of course, but I learned that many migrant workers are unaware of their existence. And even if they are familiar, are afraid to report instances of labor law violations due to the fear of unemployment and deportation, along with other obstacles such as language barriers and limited access to internet. There are reports that anonymity is not always observed by the authorities, who may intentionally or unintentionally expose the workers' identities in the course of investigations. It is also expensive and time-consuming to sue employers for remedies in reality. In addition, the federal and provincial or territorial authorities should strengthen human rights due diligence among employers in Canada. This is a process whereby businesses are expected to identify, mitigate, and prevent potential or actual violations of human rights, including labor and sexual exploitation. As you may be aware, Canada recently passed Bill S211, or the Fight Against Forced Labor and Child Labor in Supply Chains Act. This imposes an obligation on certain Canadian companies or companies that do businesses in Canada to disclose policies or measures to address child or forced labor in their supply chains with a view to enhancing transparency. Although this is an important development, I retain some concerns over Canada's current approach to human rights due diligence. The annual reporting required under the Bill S211 can promote transparency to some extent, but there is a risk of this becoming a box-ticking exercise where companies simply submit the same statements every year, as has been observed in other jurisdictions. Self-reporting and the lack of monitoring mechanism means that companies could conceal or omit relevant information to protect their reputation and profits. In addition, Bill S211 does not require Canadian businesses to implement human rights due diligence, nor implement measures to prevent, address, or remedy abuse once identified. I therefore recommend stronger mandatory due diligence with sufficient punishment for non-compliance. Finally, I would like to emphasize that migrant workers make vital contributions to Canada's national economy, and yet paths to long-term or permanent residency is extremely limited for most workers in agriculture and other low-wage sectors. I regard this to be discriminatory and would like to recommend that the path for long-term or permanent residency be opened to all migrant workers. Before closing, I would like to add that I was strongly encouraged by the presence of civil society organizations, trade unions, and workers' organizations in Canada during including many of the participants to this conference who worked tirelessly
to empower workers, whether they are domestic or foreign, and promote their human rights. I would like to acknowledge and salute their vital role in preventing and suppressing contemporary forms of slavery and look forward to continue our dialogue in the future. Please do not hesitate to contact me directly if there is anything I can do to support your work. And thank you very much once again for inviting me. And I would like to wish you all the best for the next couple of days during this important conference. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you, Mr. Obokata. I hope you heard the applauses, how people appreciate. Alors, je vous demande maintenant d'accueillir, s'il vous plaît, celle et celui qui vont réagir au discours de M. Obokata. Hans Marotte, conseiller politique à la FTQ. Katia Lelièvre, vice-présidente et élue responsable des dossiers d'immigration et relations interculturelles à la CSN. Et Anouk Collet, vice-présidente de la FTQ et conseillère principale au président national des TUAC. Bonjour. Donc, finalement, je n'avais pas besoin de me déplacer. On va tasser ça comme ça. On va réorganiser ça. Alors, permettez que je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes top chrono chacune. Oh boy. Oui, et je vais mettre le compteur, hein, j'avoue. Pour présenter vos réactions au discours de M. Obokata. M. Marotte, on commence avec vous. Merci beaucoup, merci infiniment, Topono. En fait, je veux d'abord remercier M. Obokata parce que c'est vraiment important ce qu'il fait. Je veux remercier aussi beaucoup, je vois des compagnes de lutte, des compagnons de lutte que j'ai eus depuis de nombreuses années quand j'étais au mouvement Action Chômage. Je vois Jill, je vois Michel Pilon du RATMAC, je vois les gens des TMF, les gens du Centre de travailleurs immigrants. Je vais me permettre de citer Dominique Lemieux. Dominique Lemieux, c'est le directeur québécois des métallos, hein, qui est un syndicat affilié à la FTQ. Vous êtes les canaris dans la mine. Si vous n'étiez pas là, si le monde universitaire, le monde militant, les organismes, le rapporteur n'étaient pas là, ben, à un moment donné, on exploserait. À un moment donné, il y aurait un coup de grisou. À un moment donné, on perdrait connaissance parce qu'il n'y aurait plus d'oxygène dans la mine. Vous avez et vous faites un travail fondamental, important, qui a permis, je pense, que 2023 soit une année, je dirais, charnière dans la lutte pour les droits des travailleuses et travailleurs étrangers temporaires, parce que vous mettez le spot à la bonne place. On va se le dire. Là, moi, j'ai fait des recherches avant de venir ici, puis je veux excuser Magali. Magali s'excuse. Elle aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé être ici. Malheureusement, vous le savez, c'est le Front commun. On est dans une semaine vraiment très, très chargée, donc elle n'a pas pu être ici. Donc, vous devez vous contenter de moi. Et j'accepte très bien que je suis la 4e femme sur le panel. Je n'ai aucun problème avec ça. Et je faisais des recherches et je voyais que les programmes de travailleurs étrangers temporaires existent depuis le milieu des années 70. Si vous aviez posé la question aux gens dans la rue il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est quoi un travailleur étranger temporaire? La très, très grande majorité des gens vous auraient dit, mais de quoi tu parles? Et par votre travail acharné, là, on commence vraiment à en entendre parler. Fait que je veux vous remercier. Puis là, je vais me permettre, parce que Magali est très, très transparente, je vais essayer de faire un peu, ça va être une très, très pâle imitation, mais Magali est très transparente, puis elle dit vraiment tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle fait. Elle a très, très confiance en nos alliés. Fait que moi, je vais vous dire quelque chose, je ne suis pas supposé de vous dire, mais Magali vous aurait dit la même chose. On aurait rencontré il y a quelques semaines Justin Trudeau. On avait demandé une rencontre avec le premier ministre Trudeau. Il est venu au bureau de la FTQ. C'était censé être une rencontre de 30 minutes. Ça a duré 1h15. Ça a vraiment été une très, très, très belle rencontre. On a parlé de plusieurs dossiers. Le premier dossier, c'était les travailleurs étrangers temporaires. Et là, je suis obligé de vous dire que le premier ministre Trudeau est très, très, très au courant de ce qui se passe. Et il a fait preuve, je pense, de beaucoup de transparence. Il nous a dit, je suis très au courant de ce qui se passe.
ça n'a pas de sens, il faut que ça améliore. Il dit, vous avez une job à faire. Et là, je vais paraphraser, il n'y a pas de ça de même, mais ce que ça voulait dire, c'est poussez-moi dans le derrière, puis je n'ai pas le choix de faire quelque chose. Parce qu'il dit là, présentement, il y a un lobby très, très puissant de la part des employeurs. Les employeurs sentent qu'il va peut-être se passer quelque chose. Les employeurs sentent que les gouvernements n'auront pas le choix de faire quelque chose, alors sont très, très, très actifs au niveau de leur lobby. Et le premier ministre nous a dit, moi, plus vous allez me pousser, plus vous allez faire prendre conscience à la population que ça n'a pas de bon sens ce qui se passe, plus je vais être obligé d'agir. J'ai trouvé ça quand même assez honnête de sa part. Bon, évidemment, c'est un politicien, tout ça, mais moi, ce que ça veut dire, c'est que la job que vous avez fait, la job qu'on a fait, elle est essentielle et il faut continuer avec encore plus d'acharnement parce que toute personne normalement sensée qui voit ce qui se passe, si elle a 2 onces de cœur, elle ne peut pas accepter cette situation-là. Fait qu'on a vraiment, vraiment un travail important à faire. Vous avez un travail important à faire. Vous êtes le canari dans la mine. Vous allez nous permettre, je pense, de rester en vie, de rester digne, de faire en sorte que ces travailleurs-là et travailleuses-là puissent enfin atteindre une plus grande dignité. Fait que pour nous, c'est vraiment fondamental. Et là, le gouvernement n'a pas le choix. On parle du gouvernement Trudeau, on parle du gouvernement de la CAQ. Hein, la CPMT n'a pas eu le choix de consulter là-dessus. La FTQ, nos syndicats affiliés vont être là, vont faire de la pression. On sent vraiment une réticence importante de la part des employeurs. Puis on va se le dire, là, moi j'ai un ami qui a quelques travailleurs étrangers temporaires. Lui a appris l'espagnol, il leur a construit une maison, il les traite avec dignité, avec décence, mais il m'a dit une chose. Il dit, moi j'ai 2 problèmes. Un, je sais qu'il y a beaucoup de mes compétiteurs qui ne font pas ça. Fait que moi, je le fais parce que je suis humain puis je veux dormir la nuit, je veux les traiter avec décence. Il dit, j'ai des compétiteurs qui font de la compétition déloyale et moi, ça me met en danger. Puis il dit, deuxièmement, j'aimerais ça, moi, que les règles soient claires, pour que j'applique les règles, pour que je puisse en donner plus, qu'on me dise, ben, regarde, ça va être ça, les règles, ils vont s'appliquer à tous. Parce que ça, c'est Magali encore qui l'a dit. Là, c'est pour ça, moi, je joue le rôle de Magali. C'est pas Anne Marette qui est ici, c'est Magali. Magali, à un moment donné, nous a conté une anecdote sur son père. Elle, ils sont 5 frères et sœurs chez elle. Son père était à l'époque, parce qu'il est décédé, le seul soutien familial. Et il va rencontrer son courtier d'assurance, puis il lui dit, bon, ben moi, si je meurs, évidemment, toutes les assurances vont aller à ma femme. Puis elle s'occupe, elle va gérer ça. Mais si ma femme meurt avant moi, je ne veux pas être le bénéficiaire. Je veux que ce soit mes enfants qui soient les bénéficiaires. Et là, les enfants ont dit, ben voyons, papa, pourquoi? Tu sais, si maman meurt, ben tu auras l'argent, puis quand tu mourras, s'il en reste, on le prendra. Il dit, moi, là, mon pire ennemi, c'est moi-même. Je veux me protéger contre moi-même. Il dit, je suis un bon père, j'aime ma femme, j'aime ma famille, j'ai des bonnes valeurs, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Moi, je ne veux pas que si ma femme meurt, à un moment donné, je perds la tête, puis j'ai une nouvelle conjointe, que je me mets à tout y donner. Moi, je veux vous protéger, je veux protéger la famille. Magali faisait un parallèle avec les travailleurs étrangers temporaires. Il faut qu'on se protège contre soi-même. Il faut que les employeurs se protègent contre eux-mêmes. On ne peut pas se fier à la bonne volonté des gens. Oui, il y a plein de gens de bonne volonté, et on adore ça. C'est génial, mais on ne peut pas se fier là-dessus. Nous, à la FTQ, évidemment, on va être un allié. Puis on ne va pas être là pour dire, nous, on sait comment ça marche. Vous savez comment ça fonctionne. J'ai parlé du RATMAC, j'ai parlé de DTMF, le Centre des travailleurs immigrants. Vous êtes sur le terrain, vous connaissez la réalité. Nous, on a le goût d'être un allié. On a le goût d'être un allié politique, juridique. On va vous appuyer là-dedans. On va utiliser tous les moyens qu'on a pour que cette réalité-là apparaisse encore plus au grand public, pour que les pressions se fassent, puis qu'à un moment donné, les gouvernements n'ont pas le choix. Le meilleur exemple, tu sais, quand on dit Justin Trudeau, il a l'air bien fin, quand il nous dit oui, oui, je suis au courant, il faut vraiment faire quelque chose, mais il ne le fait pas. Il faut qu'on y pousse dans le cul. Excusez, un petit peu de vulgarité, mais il faut qu'on le pousse dans le derrière. Lui-même nous dit poussez-moi dans le derrière. Donc, faisons en sorte que ces travailleurs-là, au moins, vont avoir le choix. Parce qu'évidemment, là, j'ai trouvé vraiment très, très, très intéressant l'exposition. Là. Il y a des gens qui disent, moi, ça fait mon affaire, je reviens,
je suis content de retourner chez nous, je veux retourner dans mon pays. Puis il y en a d'autres qui disent, j'aimerais peut-être ça rester ici. Moi, je travaille 7, 8, 9 mois par année ici. J'aimerais peut-être ça faire venir ma famille. Là, présentement, ce n'est pas possible. Bien, donnons-leur le choix, tout simplement. Il y en a qui vont décider de rester. Il y en a qui vont décider de revenir et de repartir. La notion de choix, présentement, est complètement absente de cette réalité-là. Tu n'as pas le choix de ton employeur, puis tu n'as pas le choix de dire je vais faire une demande de résidence permanente ou pas. C'est juste ça qu'on demande, hein? C'est pas compliqué. Faisons en sorte qu'ils aient le choix. Puis les bons employeurs là, qui nous disent mettez pas de normes, puis compliquez-vous pas la vie, je les traite bien. À partir du moment où il n'y aura plus de permis fermé, les employés, si les traitent bien, ils vont rester là. Il n'y en a pas de problème. Le bon employeur aurait intérêt à ce qu'on change le système. Tu sais, mon chum, là, ça ne fait rien qu'on change le système. Changez le système, à la rigueur, ça va peut-être juste plus m'avantager parce que moi, je traite bien mes gens. Fait que les vrais bons employeurs, s'ils sont vraiment honnêtes, de quoi ont-ils peur? Parce qu'à partir du moment où on le change de système, tu vas les traiter correctement, tu vas les garder, tes travailleurs. Puis ces travailleurs vont peut-être avoir la chance de rester ici parce qu'ils vont avoir enfin le choix. Fait que pour nous, on va être là. Moi, je termine en vous disant, moi, j'aime beaucoup là, Lilo and Stitch. Il y a un principe là, qui dit le principe OANA. Hein? Personne ne devrait être laissé de côté. Personne ne devrait être oublié. Mais présentement, il y a des gens au Québec qui sont oubliés. Faisons en sorte que leur mémoire soit là, que les gens disent OK, ils existent, c'est inacceptable. Puis si on se bat tous ensemble, je pense que ça peut avancer assez rapidement. Et je vous remercie infiniment de votre écoute et je vous ai sauvé 8 secondes. C'était vraiment top chrono. Moi, j'avais 7 secondes. Oui, oui. Non, non, pas de pression, pas de pression. Tout le monde s'est préparé en conséquence, hein? Alors, Katia Lelièvre, c'est maintenant à vous. Alors, tout d'abord, je voulais remercier le RATMAC pour votre invitation, mais pour plus que votre invitation. En fait, pour tout le travail que vous faites, vous et l'ensemble aussi des organismes communautaires là, avec qui on travaille de près, la CSN, là, pour tenter là, de pousser ensemble. Ensemble, on est plus fort, on va plus vite. Alors, d'abord, je vais peut-être présenter rapidement la CSN. La CSN est une centrale syndicale. On travaille dans tous les secteurs d'activité. Fait qu'on œuvre dans plusieurs secteurs d'activité. On représente 330 000 personnes à travers le Québec et on œuvre sur 2 fronts parce qu'on s'est rendu compte que les gens, quand ils syndiquent, ils sont des travailleurs, mais ce sont aussi des citoyens. Fait que dans un premier temps, on tente d'améliorer les conditions de travail de nos membres par les conventions collectives, par la lutte au niveau des conventions collectives, mais on le fait aussi de façon plus large. Donc, on s'intéresse à la société, on s'intéresse au filet social, on s'intéresse aux citoyens, puis à ce qui se passe de nous quand on sort de notre milieu de travail. La situation actuelle, pour nous, elle est alarmante. Et d'ailleurs, je voudrais reconnaître le travail qu'on fait entre centrales. Parce que non seulement, je pense là, que toutes les centrales syndicales se sont rendues compte du problème qu'on a collectivement, là, et on a produit des mémoires, on a fait des représentations ensemble, que ce soit la FTQ avec la CSQ, avec la CSD. Puis je voudrais reconnaître ce travail-là parce que ça a pris beaucoup de consultations, mais ensemble, on est capable de faire une meilleure pression sur le gouvernement pour faire avancer la cause des travailleurs migrants, qu'ils soient temporaires ou qu'ils soient réfugiés, les demandeurs d'asile, le paquet de monde qui sont sur notre territoire de façon précaire, qui sont excessivement vulnérables. Alors, dans nos milieux de travail, qu'est-ce que ça représente sur le premier front, les travailleurs étrangers temporaires? D'abord, on a vu une explosion de ces travailleurs-là. Avant, vous le savez probablement mieux que personne, mais c'était surtout en agroalimentaire, en agriculture, pas en agroalimentaire. Maintenant, on en a dans tous les secteurs d'activité, autant dans la forêt, autant dans l'industrie manufacturière, dans le commerce. Donc, on a des travailleurs étrangers temporaires un peu partout et ça amène différents problèmes dans nos milieux de travail, différents enjeux, entre autres la barrière de la langue. Donc, il n'y a pas d'obligation pour les employeurs de franciser ces gens-là. Puisqu'ils sont temporaires, il n'y a pas d'obligation. Puis ce que ça amène, c'est un problème de communication dans nos milieux de travail. Ça amène une augmentation impressionnante des accidents de travail
Parce que quand on ne comprend pas comment fonctionne une machine et qu'on ne peut même pas se la faire expliquer, ben, on est à risque bien plus que les autres travailleurs. Ensuite, on voit aussi une baisse du rapport de force des travailleurs dans les entreprises. D'ailleurs, je regardais le rapport annuel du RATMAC qui parle des travailleurs qui sont arrivés ici là, dans la période du 1er janvier au mois de mars. Et un des plus gros employeurs, c'est Fruits de mer de l'Est. C'est une entreprise qui était syndiquée avec nous avant. Et il est arrivé beaucoup de travailleurs étrangers temporaires avec la barrière de la langue, avec l'incapacité de leur expliquer les avantages de la syndicalisation. Et cette entreprise-là, maintenant, n'est plus syndiquée. Alors, on n'est même plus capable d'intervenir à l'intérieur pour voir ce qui se passe, si les droits de ces travailleurs-là sont respectés ou pas. Alors, c'est un exemple là, que je peux donner. Une baisse aussi des conditions de travail. Évidemment, ben, les employeurs, il y en a beaucoup qui abusent. Et on a des difficultés lors de fermeture d'entreprises. Hein? Les boss sont bien contents de voir arriver des travailleurs qui arrivent d'ailleurs, mais ils s'en sacrent pas mal quand il est temps de mettre la clé dans la porte. Alors, nous, comme syndicat, ben, on travaille encore une fois avec le communautaire pour obtenir des permis de travailleurs vulnérables, tenter de les maintenir dans des régions où est-ce qu'ils sont depuis des années, puis qu'on les déracine parce qu'on ferme on met la clé dans la porte, puis il faut qu'il se trouve un autre employeur. En tout cas, ça amène quand même pas mal d'abus. Au niveau social, ben, je pense que vous le savez tout, hein, quand même que je ferai une grande litanie là, sur le pas d'accès aux services, la précarité, la vulnérabilité, la peur, l'éloignement familial prolongé, puis pratiquement aucun espoir de résidence permanente pour ces gens-là, là, malgré tous les discours là, de Mme Fréchette, là, ils n'ont pas amélioré la situation de grand-chose. La question se pose, pourquoi nos gouvernements n'agissent pas? Au-delà des discours du gouvernement fédéral, des discours du gouvernement provincial, pourquoi on a cette hypocrisie-là gouvernementale qui ne veut pas reconnaître le racisme systémique puis qui le pratique de façon, hein, on y va, on beurre épais sur le racisme pendant qu'on dit qu'il faut s'assurer qu'ils ont des bonnes conditions de travail. On va à Ottawa demander plus de permis temporaires. Donc, on a une hypocrisie généralisée au profit d'un capitalisme débridé. On est en train d'utiliser l'humain comme marchandisation, comme outil de production jetable et retournable. On a perverti la notion de travailleurs étrangers temporaires parce que maintenant, on prend des gens qui sont ici de façon temporaire puis on des emplois permanents, des emplois qui ne vont pas disparaître demain. Et donc, on les utilise, on les abuse puis on s'en sert allègrement. Pour la CSN, évidemment, il ne doit pas y avoir deux classes de citoyens, deux classes de travailleurs. On doit tous être sur le même pied d'égalité. Donc, on revendique et on va continuer à le faire avec les autres centrales, un meilleur accès à la permanence, la fin des permis de travail fermés pour des permis de travail ouverts. On l'a dit, hein? Un employeur de choix, il n'y a pas de misère à recruter. Fait que si là, les employeurs donnent des conditions de travail qui ont de l'allure, ils n'auront pas besoin d'attacher un employé. Il n'y a pas un Québécois qui est obligé de garder sa job sous peine d'être retourné ailleurs. Il n'y a pas un Québécois qui est obligé d'aller chercher un permis et prouver que son boss l'a battu pour pouvoir changer d'employeur. Ça n'a aucun bon sens. Puis on vit ça chez nous au Québec. Donc, on demande évidemment ça, la régularisation. Le gouvernement s'est engagé dans cette voie-là depuis un bout. Oui. Ben, il y avait 421 000 personnes qui étaient sur le territoire québécois, puis on fait comme s'ils n'existent pas. Je veux dire, ces gens-là sont ici. Régularisons-les, donnons-leur les services, puis accueillons-les, puis acceptons-les comme faisant partie de notre nation. Ensuite, la francisation en entreprise sur le temps de travail payé par l'employeur. Pendant les heures de travail, sans que ça allonge la journée à 14, 15, 16, 18 heures de travail. Des réunifications familiales rapides, plus accessibles, puis qu'on fasse ça de façon plus humaine. Et un meilleur accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés. Pour nous, c'est aussi, le gouvernement baisse sans cesse ces seuils-là de façon tout à fait hypocrite en pensant que personne ne regarde les chiffres, alors que, dans le fond, là, ces gens-là ont besoin d'avoir la sécurité. C'est des gens qui partent de chez eux puis qui s'en viennent ici pour avoir une meilleure vie. Bien, essayons de leur offrir. Donc, pour nous, évidemment, il faut sortir de la logique que les immigrants sont un outil de production. Ce sont des humains qui doivent être traités comme tels. Et il faut s'assurer d'avoir une vision humaniste de l'immigration en s'assurant de leur donner accès aux services publics, au logement, puis à la permanence en dedans d'un délai raisonnable, là, pas attendre
4 ans, 10 ans, 20 ans pour avoir accès à un toit au Québec. C'est une honte. Puis on est très contents, moi personnellement, mais toute la CSN puis tout le mouvement syndical, que le rapporteur spécial de l'ONU soit venu en territoire québécois puis qu'il ait pu mettre des mots sur ce qu'on décrit comme situation depuis longtemps puis qu'il ait pu faire honte un peu à nos gouvernements qui se comportent comme ça n'a pas de bon sens. Alors voilà, on va continuer, on s'engage comme CSN à continuer à travailler pour que les migrants, qu'ils soient travailleurs, qu'ils soient demandeurs d'asile, réfugiés, toutes les personnes vulnérables en situation de précarité ici, puissent obtenir ce qu'ils méritent d'avoir comme Québécois, ce qu'on a, nous, puis qu'on soit une terre d'accueil beaucoup plus égalitaire, qui pratique l'inclusion, le respect et dans lesquels les gens puissent vivre dans la dignité. Donc, on va continuer à travailler avec le mouvement communautaire. Puis merci, continuez à le faire vous autres aussi. Hans le disait, vous êtes le canari dans la mine. Fait qu'on a besoin de travailler tout le monde ensemble pour être plus pertinent auprès du gouvernement qui entend. Merci beaucoup, Katia Lelièvre. Et maintenant, Anouk Collet, la parole est à vous. Buenas tardes. Merci beaucoup au RATMAC de m'avoir donné cette opportunité de m'adresser à vous donc aujourd'hui. Également, effectivement, au rapporteur qui a dévoilé cette problématique qu'on a au Canada. Peut-être pour vous résumer rapidement qui on est, les Travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, on est 250 000 membres ici au Canada, puis 1,3 en Amérique du Nord, 1,3 million. Et comme vous le devinez avec notre nom, bien sûr, nos membres sont principalement dans les épiceries, bien sûr, et dans la transformation alimentaire. Et bien sûr, on les représente aussi également dans nos serres, les travailleurs étrangers temporaires agricoles. Mais alors que justement, les travailleurs étrangers migrants se retrouvaient principalement dans la transformation alimentaire, pour nous, les serres, maintenant, ils sont dans tous les secteurs. On commence à en avoir parce que dans le détail, c'était un problème au niveau de la langue, mais ils sont maintenant dans les centres de distribution de nos commerces de détail et donc dans l'hôtellerie également. Donc, c'est vraiment, ils sont vraiment maintenant dans tous nos secteurs. Peut-être pour vous donner juste un aperçu rapidement de notre implication, ça fait plus de 30 ans maintenant qu'on est impliqué dans la défense des droits des travailleurs migrants, agricoles, étrangers temporaires. Et donc, comme vous pouvez le voir dans ce travail, il faut être patient parce qu'en 30 ans, on n'a toujours pas résolu tous les problèmes. Ici au Québec, donc notre travail, je vais vous en parler un peu à la grandeur du Canada. Au Québec, il a commencé principalement en 2004 grâce à l'implication d'une grande dame qui était Patricia Pérez, qui s'est impliquée ici, qui nous a aidés à ouvrir des centres de soutien. On a aussi entrepris des recours juridiques parce qu'il y avait des législations ici au Canada. Il y en a toujours encore des législations qui empêchent la syndicalisation des travailleurs de ferme, entre autres. On est monté 2 fois jusqu'en Cour suprême pour le faire et malheureusement, ça n'a pas donné les résultats qu'on espérait parce que ces gens-là n'ont pas encore accès à une complète forme de syndicalisation, là. Et donc, on continue également du travail de lobby aux divers niveaux de gouvernement, si on veut. Aujourd'hui, on m'avait demandé justement de réagir au rapport de M. Obokata. Et dans le fond, comment est-ce qu'on fait justement pour renverser là, et faire en sorte que les travailleurs étrangers temporaires, ce programme ne soit pas un terreau pour mener à de l'esclavage moderne. Et je vous dirais qu'à notre niveau, notre implication, principalement, c'est à 4 niveaux, si on veut. Le premier, abolir les permis de travail fermés et donner accès à la résidence permanente. Puis je vais revenir sur ces points-là. Donc, l'éducation des travailleurs, M. Obokata en a parlé aussi, que ces gens-là soient conscients de leurs droits, des recours qu'ils ont. Donner une voix aussi, leur donner une voix et qu'ils aient accès, bien sûr, à une complète syndicalisation, à un syndicat qui va pouvoir les représenter. Donc, si je reviens au niveau des travailleurs des permis fermés, donc, bien sûr, depuis le début, nous, on dit que les permis de travail fermés n'ont pas leur place et que les permis de travail devraient être ouverts et permettre à ces travailleurs de choisir, tout comme nous ici, quel employeur nous voulons, pour qui nous voulons aller travailler.
Et souvent, on entend le discours des employeurs qui disent, mais oui, mais j'ai payé pour les faire venir, tout ça. Mais oui, mais nos employeurs ici, quand ils embauchent quelqu'un, ils doivent payer pour les former. Et quand cette personne part, ben, ils sont obligés de recommencer. Alors, pourquoi pas avec les travailleurs étrangers temporaires également? Donc ça, c'est inacceptable. Et nous trouvons aussi que ces gens-là doivent pouvoir rester s'ils le désirent, bien sûr. Et pour ça, nous, ce qu'on fait dans certains, surtout dans la transformation alimentaire, pardon, dans nos conventions collectives, justement, on négocie pour dire que les employeurs vont devoir appuyer les travailleurs qui travaillent pour eux dans leur demande de résidence permanente et pour obtenir la citoyenneté. Et à ce niveau-là, comme Hans le disait, je vous dirais que le discours est en train de changer. Je siège aussi, là, j'ai demandé d'arrêter là, mon pedigree, là, mais je siège aussi à la Commission des partenaires du marché du travail avec Denis, qui est à la FTQ. Et on sent effectivement que chez les employeurs, là, il y a comme un mouvement, là. Et donc, peut-être qu'enfin, on a un momentum pour permettre là, de mettre fin à ces fameux permis ou alors, à tout le moins, de regarder des solutions pour que ces gens-là puissent aller travailler chez d'autres employeurs que ceux qui leur sont assignés. Là. Donc, il semblerait... Oui, j'ai oublié de mettre mon... Merci. J'ai oublié de mettre mon... Alors, ça, c'est au niveau des permis fermés, je vous dirais. Le deuxième point, comme je vous disais, c'est de permettre aux travailleurs qui viennent ici de recevoir des formations sur leurs droits. Et puis malheureusement, la personne qui a travaillé très fort pour c'est Pablo Godoy chez nous. On a fait récemment une nouvelle initiative, c'est surtout pour ça que Denis m'avait contacté pour en parler, mais ça a débuté à l'été 2022, donc c'est relativement récent. On a travaillé avec le gouvernement du Mexique parce qu'il y a eu un nouveau gouvernement d'élus qui est un peu plus progressif, ce que je comprends. Donc, on a travaillé avec le gouvernement du Mexique pour partir des projets pilotes et qui sont faits en collaboration avec notre syndicat. Et dans le cadre du projet pilote, donc, les travailleurs, on a des groupes, un premier groupe de travailleurs qui a commencé l'été passé. Et il y avait un groupe test, si on veut. Donc, il y a des gens qui vont recevoir la formation et un groupe qui ne la recevra pas. Et à la fin, donc, il y a une firme qui est responsable de voir, ben, justement, quel a été l'impact de recevoir cette formation. Donc, ils reçoivent la formation en santé-sécurité, sur leurs droits. Et ça, avant qu'ils quittent le Mexique, mais aussi une fois qu'ils sont ici au Canada. Et donc, alors, comme je vous dis, on a eu un premier groupe qui a été formé à Toluca, au Mexique. Le 15 décembre, qui était hier ou avant-hier, on a eu un deuxième groupe également là, qui a commencé dans ce projet pilote. Et ce groupe-là va être formé à Hidalgo, dans l'État d'Hidalgo, au Mexique. Donc, alors, on veut vraiment faire en sorte justement que ces travailleurs-là qui viennent ici chez nous, qu'ils repartent chez eux ou qu'ils soient ici, mais qu'ils puissent travailler justement sans se blesser, sans problème. Et alors on verra. Donc, on souhaite très fortement que ce programme-là donne de bons résultats et qu'on puisse prouver justement que quand on donne accès à une éducation, à la formation, que les gens puissent repartir chez eux en façon saine. Puis s'ils veulent rester, bien, on veut aussi qu'ils restent. Donc, alors ça, c'est un premier projet sur lequel on a travaillé. Et la deuxième initiative également, dont on est très fiers, puis qui vient d'arriver également au mois de décembre, c'est de donner une voix aux travailleurs. Et encore là, grâce à la collaboration qu'on a eue avec le gouvernement mexicain, ça faisait des années qu'on réclamait de pouvoir siéger à la réunion annuelle qui évalue le programme des travailleurs agricoles saisonniers, si on veut. Et donc, ce programme-là, ça faisait des années qu'on réclamait de pouvoir siéger à la table. À cette table siègent justement des employeurs, des représentants. Donc, et on n'avait jamais réussi à le faire. Le gouvernement du Canada avait démontré une ouverture à nous inviter, mais ça ne s'était pas concrétisé.
Et finalement, comme je vous dis, grâce à l'invitation du gouvernement mexicain, le 12 décembre, bien, on a pu participer à cette rencontre pour la première fois et on était le premier syndicat à pouvoir assister à cette fameuse rencontre. Donc, je pense que c'est important justement quand on évalue un programme de travailleurs, qu'il y ait une voix des travailleurs qui soit à la table. Hein, on s'entend? Alors, donc, on était extrêmement fiers et comme je vous dis, là, c'est Pablo. Et je dois également mentionner Andrea Galvez, peut-être qu'elle nous écoute, mais Andrea, au début aussi, là, a travaillé avec nous au Mexique et tout ça, donc je tiens à la saluer également pour l'aide qu'elle nous a apportée là, dans notre travail qu'on a fait avec le Mexique. Et le dernier point, il me reste 23 secondes. Et bien sûr, c'est l'accès, comme je vous le disais, à la syndicalisation. Parce que, comme si vous ne saviez pas, ben c'est ça. Les travailleurs dans les fermes n'ont toujours pas le droit de se syndiquer, à moins qu'on parle de fermes qui sont ouvertes à l'année longue. Et donc, je conclurai là-dessus. Donc, bien sûr, on va continuer à se battre pour qu'ils y aient accès. Bon, merci beaucoup. Merci à nos collègues. Merci. Merci d'être resté dans le temps. Mr. Obokata, Yes. thank you for staying with us. Would you like to say a few words in response Sure, to I know. what you just heard? Thank you. Thank you very much for those interventions. And once again, I'm very strongly encouraged by the important work that you do. And I certainly would like to salute you for your tireless work. And I'm very keen to work with you. So please, do get in touch with me. And I think again, hopefully I've been able to bring this to the attention of the international community. My full report will be published next year. So I can still receive information. If you have any other information that you'd like to add to my statement, more than welcome to contact me directly. And I'm very happy to engage with you, whether it is a workshop like this or so on. So, I'm very happy to participate virtually in webinars and so on. So please do. Let me know if there's anything I can do. And I'd like to once again congratulate everyone and the participants. And I would like to wish you all the best with the conference. And I'll be closely following your development in Quebec. And I also had a chance to speak to the Minister of Immigration a while ago. So I'll be closely monitoring the situation there too. So once again, thank you for your work. And I look forward to working with you in the future. Thank you. Thank you. Thank you very much, Mr. Obokata. I hope you hear the applause. Everybody here is very thrilled and welcomes warmly the work that you are doing. Thank you very much. Alors, merci beaucoup, Hans Marotte, Katia Lelièvre, à nos collègues de votre participation.